Je voulais rappeler deux ou trois choses sur les années 62-63 à la Sorbonne. J'ai parlé du certificat de balandier, où enseignait d'ailleurs Paul Mercier. La géographie avait déjà... L'Afrique était très présente dans l'enseignement géographique en général, donc elle n'avait pas besoin d'un certificat, en plus d'une discipline un peu mal connue. Par contre, on a créé aussi un certificat d'histoire de l'Afrique qu'occupait Hubert Deschamps, ancien gouverneur, qui avait mal tourné à l'époque de Vichy, parce qu'il avait choisi Vichy contre De Gaulle, mais enfin, il avait réussi un comeback assez brillant comme universitaire. Et puis Raymond Mony, qui était archéologue, qui travaillait sur, disons, l'Afrique médiévale, comme il l'appelait. Donc c'était tout un contexte africaniste qui se trouvait mis en première ligne. Et moi, je ne peux qu'admirer dans cette période post-coloniale cet esprit d'entreprise universitaire, ministérielle, gouvernementale, évidemment, parce que tout le monde se connaissait à l'époque. Et il faut préciser que la France avait eu beaucoup d'autres colonies, bien sûr, l'Afrique du Nord et l'Indochine. Alors l'Indochine était complètement perdue depuis 1954 avec la défaite de l'armée française à Dien Bien Phu. Mais j'ai découvert bien plus tard, lorsque l'étudiante d'un de mes collègues, une étudiante, une doctorante vietnamienne, a rédigé une thèse remarquable sur l'invention de l'anthropologie vietnamienne, et que le premier doctorat d'ethnologie soutenu par un Vietnamien l'avait été en 1934, c'est-à-dire bien avant n'importe quel Africain, dirigé par Lévi Brühl. Et cet ethnologue est devenu un des bras droits de Ho Chi Minh, et il en a été le ministre de l'enseignement supérieur pendant 30 ans. Mais donc, dès les années fin des années 30, l'ethnologie était bien partie pour être vietnamisée au Vietnam. Bon, c'est une autre histoire qui s'est arrêtée. L'Afrique du Nord, il y a la guerre d'Algérie. Alors moi, je suis très militant, assez militant dans les mouvements de lutte pour la fin de la guerre en Algérie. Et je visite même l'Algérie comme compagnon, comme on disait, pied rouge en 63. On m'invite même à y enseigner, mais j'ai pas fini mes études. Et puis, je sais pas, cette université hyper coloniale ne me dit pas grand-chose. Il faut lire les travaux de Bourdieu pour voir ce qu'il en était. Donc c'est vrai que l'Afrique noire était un terrain accessible et pas trop loin. Mais je dois remarquer qu'un de mes camarades d'études qui devait partir avec moi au Sénégal et qui était à l'Orstom, au dernier moment, a été envoyé à Papeete, à Tahiti. Ça, c'était l'administration de l'Orstom. Ce qui comptait d'abord, c'était les nécessités, comme on dirait, de service. Et donc, le fait qu'il ait préparé tout un dossier pour travailler sur les élites au Sénégal pendant une année ne comptait pas par rapport à la demande, je ne sais plus sur quoi, qui venait des communautés du Pacifique. La seconde chose, c'est que ces années de préparation au terrain m'ont conduit à fréquenter toute une série de chercheurs qui étaient déjà en place, parce qu'ils avaient en gros peut-être pas une dizaine, mais entre une demi-douzaine et une dizaine d'années de plus que moi. Et je pense notamment à Marc et Colette Piot, à Françoise et Michel Izard. Françoise Izard devenant Françoise Héritier, étant Françoise Héritier, Claude Meillassou, Maurice Godelier, de qui j'étais très très proche et que je voyais couramment au Collège de France. Et puis j'avais comme condisciple et ami de lycée, et donc nous étions ensemble, mais pas pour les études d'ethnologie, Jean-Loup Hamsel. Il y a sûrement d'autres noms, mais enfin je cite ceux-là qui font un peu l'histoire des études africaines de cette époque. Alors,
Donc le terrain sénégalais se fait dans le cadre d'une institution néocoloniale, pour employer le vocabulaire, une liberté de recherche, en ce qui me concerne, totale. Mais à l'époque, les chercheurs de l'Orstom étaient soumis à une autorisation administrative pour publier, à un contrôle idéologique qui n'osait pas dire son nom. Par exemple, pendant que j'y étais, a eu lieu le premier grand congrès international des études africaines à Dakar en décembre 67. Je me souviens qu'il devait y avoir 100 Russes qui avaient apporté toute leur communication déjà imprimée en au moins 3 ou 4 langues occidentales. Ballandier était venu et Auger et Terret et d'autres avaient fait voter des motions dénonçant un peu le côté néocolonial des études africaines. On retrouve tous ces textes dans un numéro spécial de Présence africaine qui reprend les actes du colloque. Et je sais qu'après ce colloque, auquel moi j'avais assisté sans communiquer, je n'avais rien à dire encore à l'époque, il y a eu un rapport envoyé à Paris dénonçant le comportement anti-français de certains de mes amis et collègues. Car ils avaient attaqué les institutions établies. Voilà. Je me souviens aussi que mon premier article, qui est en fait une grande chronique bibliographique, était paru dans l'Homme en 66, et donc je l'ai reçu en 67 à Dakar, et donc très fier d'aller montrer que j'étais publié dans la première et grande revue d'anthropologie française à mon supérieur administratif, pas mes collègues chercheurs, mais le patron du centre, qui, prenant le tiré à part entre les mains, et me dit « L'homme, moi je préfère les femmes », voilà. Donc, ça, c'était un petit détail qui était conforté, par exemple, par le fait que mon collègue Philippe Couty voulait engager des enquêteurs de niveau BEPC. Et que, du point de vue de la grille des salaires de l'époque, quelle qu'elle fût, était quand même assez élevée. Et on a pu recruter que des gens qui avaient leur certificat d'études. Mais je me souviens que l'argument, c'était de la part des gens qui dominaient démographiquement, si j'ose dire, l'Orstom à l'époque, de pédologues, géologues, hydrologues, agronomes, c'était de dire, mais nous, quand on engage des enquêteurs ou du personnel local, on n'a pas besoin de BEPC ou de certificat d'études, on les prend... au niveau, j'allais dire, analphabète. Et donc, je sais qu'on avait eu beaucoup de mal, Couty avait eu beaucoup de mal à faire comprendre que les enquêtes en sciences sociales, c'est pas creuser des trous au milieu du désert, et que ça impliquait quelques compétences. J'ai aussi vécu mai 68 à Dakar. Alors, je l'ai vécu d'assez près à travers mon épouse qui était inscrite à l'université et qui a fait grève. Elle était la seule blanche à faire grève. Mais bon, la grève n'a pas débouché sur grand-chose. Ça a mis en péril le gouvernement de Senghor. J'en avais tiré un article et un dossier avec tous les documents de l'époque, car ça, au moins, j'avais recueilli les tracts, les mémorandums et tout. Et puis, lorsque je suis rentré, là, je fais une parenthèse, lorsque je suis rentré en France en 69, j'ai soumis 2 dossiers au Temps moderne, parce que je connaissais très bien Jean Pouillon, qui était le secrétaire général de la revue L'Homme, et qui était aussi secrétaire général de la revue Les Temps modernes. Et j'avais fait un dossier sur anthropologie et société, anthropologie impérialisme, pardon, que j'avais traduit et annoté et tout. Et Pouillon en avait fait 2 dossiers par la suite, en 70 et 71. Mais je lui avais soumis en même temps aussi un dossier sur le mai 68, avec tous les documents et une analyse de ma part. Et puis ce dossier s'est perdu dans les bureaux des Temps modernes et dans les bureaux de Jean-Paul Sartre, paraît-il. J'ai proposé d'aller fouiller pour le retrouver, mais ça, Pouillon m'a dit que c'était vraiment pas possible. Et donc, alors j'ai cru que quelqu'un d'autre le publierait sous son nom, mais non, 50 ans après, ce dossier, Dieu sait où il est passé. Et pourquoi il s'est perdu ? Parce que j'en avais pas fait de copie. À l'époque, faire une photocopie... J'avais pas fait de photocopie ni de l'un ni de l'autre.
Et moi, je ne pouvais pas me payer 200 ou 300 copies. Ça coûtait les yeux de la tête, hein. Aujourd'hui, ça serait, je ne sais pas, 1 ou 2 euros la page, hein. Et je n'avais pas les ressources. Alors, donc mai 68 à Dakar. Et comme j'avais une réputation de gauchisant qui suivait ma carrière, je me souviens que beaucoup de collègues de l'Orstom, et pas forcément des sciences humaines, étaient venus me consulter pour savoir qu'est-ce qu'il allait se passer. Moi, j'étais le premier surpris de mai 68. Et que s'il se passait quelque chose, est-ce que j'intercéderais en leur faveur? Ils se voyaient tous renvoyés en France, certains même arrêtés, mis en camp. Enfin, il y avait une vision, je ne sais pas, du goulag marxiste qui débouchait après 68, alors que bon, aujourd'hui, on sait que c'était pas tout à fait ça. Mais vu de Dakar et des fonctionnaires expatriés, c'était vraiment la grande inquiétude. Enfin, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que ça se terminait très tranquillement. Alors, une fois ce terrain terminé, je suis rentré en France. Et puis, j'avais tous mes documents, donc il fallait que je les dépouille. Ce que j'ai fait finalement assez rapidement, parce que Philippe Couty avait en tête de faire un ouvrage collectif, ou plutôt deux, un qui reprenait les travaux sur le milieu Wolof, Mouride et arachidier, et un sur le milieu sérère, plutôt catholique, que faisaient deux autres collègues. Et donc j'ai dépouillé toutes mes données dès le début, assez rapidement. Cet ouvrage est paru en 72, mais les textes ont été écrits en 69 et 70, d'ailleurs commençant déjà à dépouiller à Dakar. Mon premier article théorique, je l'ai écrit à Dakar en 69. Et j'ai attendu 3 ans pour le publier. Je me dis plus tard, ultérieurement, je me suis dit si je l'avais publié dans une revue, il aurait eu un prestige en tant qu'analyse marxiste d'une confrérie musulmane, mais bon, voilà. J'ai pas fait ça. Et donc, dépouiller, alors c'est quoi dépouiller? C'est que nous avions suivi 12 familles, les activités laborieuses des tous les membres d'une douzaine de familles, ce qui devait faire au moins une centaine de personnes. Alors évidemment, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que nos excellents enquêteurs, bon, certes, il y a une récurrence très banale du travail agricole, d'aller sarcler, d'aller semer, d'aller sarcler, etc. Mais que finalement, ils ne passaient pas tous les jours dans les carrés, dans les concessions, que parfois ils se trompaient de membres de la famille. Enfin, il y avait un travail de correction assez important à faire. Alors, Couty avait fait des enquêtes quantitatives au Tchad, et puis moi, j'avais supervisé cette grande enquête autour d'Abidjan. Donc, travailler dans le quantitatif pour faire de l'ethnologie, ça ne me surprenait pas. Mais c'est vrai que m'étant dépossédé de mes moyens de contrôle direct, ne connaissant pas la langue, ne faisant que de loin en loin des contrôles ponctuels, me concentrant plutôt sur des entretiens, des observations, un élargissement du terrain villageois de l'enquête. J'ai quand même réussi. Nous avons finalement opté pour ne dépouiller que la moitié des questionnaires. Et je sais pas, 20 ou 30 ans plus tard, j'étais obligé, lorsque mes parents ont déménagé, j'étais obligé de jeter toute la caisse d'1 mètre cube qui contenait ces questionnaires. Bon. Non pas que je voulais les jeter, mais l'Orstom avait refusé de répondre positivement à la requête de Philippe Couty d'emmagasiner, de conserver toutes les archives de l'enquête. Et ça, d'ailleurs, c'est un des malheurs de la recherche française. On ne conserve pas les matériaux d'enquête. Très peu d'institutions le font. L'Orstom devenu IRD ne le fait pas. La Sorbonne, où j'ai travaillé là, sur la carrière de Ballandier, ne le fait pas. L'Université de Picardie, où j'ai enseigné 10 ans, ne le fait pas. Enfin bon, c'est un grand malheur pour la recherche et l'histoire de la recherche. Alors je parle de la recherche anthropologique et sociologique, mais
On m'a décrit le couloir des bureaux de Bourdieu lorsque celui-ci est décédé. Et apparemment, on avait vidé son bureau dans le couloir et les feuilles s'envolaient au vent du couloir. Euh, donc, euh, donc, je dépouille ces travaux, je rédige les 3 ou 4 articles demandés. Et puis en 70, je cherche du travail. Alors Ballandier me donne une traduction à faire, donc j'ai été très content, enfin à la fois content d'avoir du travail, et en même temps, c'est l'ouvrage de George Bailey, un anthropologue néo-fonctionnaliste britannique, plutôt indianiste, qui avait publié en 69 un ouvrage qui s'appelle Stratagems and Spoils, et que j'ai traduit sous le titre Les règles du jeu politique. Alors Bailey compare De Gaulle et les généraux d'Alger, la mafia italienne à New York, les Pashtuns et les Pathans sur la frontière afghane. Je ne sais pas, encore 2 ou 3 cas particuliers pour montrer que tout le monde tripatouille les alliances, les factions, etc. Et que finalement, l'anthropologie politique, ce n'est pas des systèmes, mais c'est des réseaux, c'est des groupes opportunistes, etc. Alors aujourd'hui, c'est un ouvrage que je trouve remarquable. Les PUF n'ont jamais voulu le rééditer. Il y en a qui se sont proposés pour le rééditer, mais ça n'a débouché sur rien. Mais à l'époque, en 70, j'aurais préféré traduire Max Glockman ou enfin des gens vraiment de l'école de Manchester, qui ne sont toujours pas traduits en français, soit dit en passant, qui me semblaient plus actifs dans la compréhension de la société coloniale et donc néocoloniale africaine. Et puis j'ai postulé à tous les postes de sociologie de France et de Navarre de l'époque. Il y en avait 25 cette année-là. Je n'ai été retenu nulle part, pour 2 raisons. Enfin, bon, je connaissais personne. Première chose. La seconde, c'est que le poste 68 avait conduit à des recrutements massifs dans l'université de gens qui n'avaient que la licence et qui devenaient assistants. Et l'assistant n'était pas titulaire. Et donc, peu d'expérience de recherche et beaucoup de vocabulaire théorico-idéologique, pour me résumer. Et le seul collègue qui m'ait répondu de Lyon m'a dit, écoutez, alors évidemment, j'avais rien publié encore. Mais enfin, c'était pas, les autres n'avaient rien publié non plus. Mais sa réponse a été, oui, vous avez fait du terrain, vous montrez que vous vous intéressez au terrain, mes articles dans l'Homme, etc. Mais enfin, aujourd'hui, jeune homme, si j'ose dire, il ne m'a pas dit ça, mais c'était très paternaliste. Ce qui compte, c'est la théorie, les concepts et l'enquête, c'est pas ça le problème. Hein. Bon, donc. Et puis, bon, alors, Ballandier avait l'air de s'occuper de moi, mais bon, je sais bien que j'avais mis beaucoup d'obstacles à l'avancement de ma carrière en refusant de rentrer à l'Orstom. Il avait refusé une 2e fois aussi de me recruter à mon retour en France. C'était bon. Et puis tout d'un coup, en juin, Marc Auger m'appelle en disant on est recrutés tous les 2 à l'école pratique des hautes études, au centre d'études africaines. Donc tout est bien qui finit bien, d'autant que le poste que j'allais occuper était un poste de titulaire. Donc me voilà à 28 ans, titulaire de la fonction publique française, pas obligé d'écrire ma thèse, puisque le poste n'impliquait pas sa thèse, hein, c'était comme un poste d'assistant, et que Paris m'attendait, si j'ose dire. Et donc tout était bien qui finissait bien, si j'ose dire. Mais alors j'ai passé 2 ans à faire du séminaire, à faire de l'enseignement. J'étais recruté pour enseigner au poste licence, c'est-à-dire ceux qui allaient rentrer en doctorat, etc. Donc je me suis trouvé à enseigner les techniques de terrain, la culture africaniste de base, en anthropologie politique, économique, etc., sans avoir encore soutenu ma thèse. Pas besoin d'ajouter qu'aujourd'hui, cette situation est totalement impossible, puisqu'il faut, soutenir sa thèse, ensuite se faire qualifier, ensuite trouver un des malheureux postes qui existent, ce qui fait que
par rapport à ce qui m'était arrivé en 70. Et aujourd'hui, il faudrait attendre encore au moins 6 à 7 ans, sinon 10, pour arriver au même stade. Bien. Donc, nous nous rendons à Paris, on s'installe à Paris. J'anime beaucoup de séminaires, je commence à écrire des textes. Et puis, sur ce arrive j'écris ma thèse, parce que Ballandier me dit, bon, tout ça c'est bien beau, mais il faut quand même un doctorat. Alors, comme j'avais déjà dépouillé toutes les données, que j'avais l'idée générale théorique et même affinée au cours de plusieurs séminaires, en 6 mois, j'ai écrit ma thèse. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps et beaucoup de difficultés. Mais il est vrai que j'étais déjà publié. En 71, j'avais publié 2 contributions à l'ouvrage collectif dirigé par personne, mais initié par Godelier, l'anthropologie, sciences des sociétés primitives, point d'interrogation. J'avais publié un article dans les cahiers d'études africaines sur l'histoire et la sociologie des études africaines. Enfin, donc, j'avais fait beaucoup d'autres choses que d'écrire ma thèse. Et puis, donc, je soutiens ma thèse en 73. Et cette année-là commence l'affaire du comité Information Sahel, qui est liée à une pétition signée au mois de mai ou au mois de juin par une centaine d'africanistes, dont Georges Ballandier et aussi tous les petits et grands gauchistes du milieu, pour dénoncer la politique française à l'égard des pays de la région sahélienne de l'Afrique de l'Ouest, qui subit un développement agricole tout à fait contraire aux intérêts des populations qui voient leur production d'alimentation subir le contre-coup des prix du marché mondial pour l'arachide, des déplacements de population à cause de la progression de la sécheresse, etc. Et donc, mais une mise en lumière des contradictions de la situation de cette partie de l'Afrique, tout en dénonçant très fortement les causes politiques et de la coopération française qui, par rapport à cette région, s'oriente complètement vers la Côte d'Ivoire et met tout son argent dans l'huile de palme et les grands projets ivoiriens. Alors ce comité Information Sahel prend beaucoup d'ampleur, mobilise beaucoup les gens. On se réunit, on fait de l'agit-prop, on prépare un ouvrage sous la direction de Meyassou et de moi-même qui va s'appeler Le Livre noir de la famine au Sahel, mais qui est entièrement anonyme. Et on publie le livre chez Maspero, l'éditeur de gauche François Maspero, que je commençais à connaître par l'intermédiaire de Maurice Godelier, puisque Maurice Godelier, dès 1971, y avait proposé et mis en marche une collection qui s'appelle la Bibliothèque de l'anthropologie. Et en 1975, en tout cas, il y avait déjà 15 titres qui étaient parus, des grands classiques et quelques ouvrages plus récents. Donc, et en 73, il y a le début de ça. On publie le livre en 74 et en même temps, je suis amené à lancer avec Marc Auger une collection qui s'appelle les cahiers, les dossiers africains. Parce que l'enseignement que Auger, moi-même, François Pouillon et d'autres, on donne au Centre d'études africaines, sont des enseignements d'initiation et de formation. Donc en parenté, en religion, en économie, en politique, etc. Et donc on fait des dossiers renéotés de textes, d'entrées disciplinaires à caractère encyclopédique. Et finalement, Auger, qui est devenu membre du bureau de l'école des hautes études, enfin de l'école pratique, de la 6e section de l'école pratique, propose d'en faire une collection en bonne et due forme et le président Le Goff accepte. Et donc on lance cette collection. Il y aura 9 titres jusqu'en 79 sur un certain nombre de grands domaines de l'anthropologie. Et moi, j'édite un recueil d'articles très, très gauchiste, disons, enfin ce que j'avais publié,
qui s'appelle Critique et politique de l'anthropologie. Et puis en 1975, une anthologie en 2 volumes, parce que c'était des petits volumes de 150 pages, sur le Sahel. Donc sur le Sahel, il y a à la fois un livre militant et puis un ouvrage savant sur le climat, sur l'agriculture, sur les populations pasteurs, etc. Alors, arrive aussi à maturation mes traductions et mes différentes interventions sur le thème anthropologie impérialisme. Et Maspero accepte de publier dans la collection de Godelier. Godelier accepte aussi. Mais enfin, Maspero avait la haute main sur tout. Et il est très, très porté, il faut le reconnaître, sur l'ethnologie. Une anthologie de 500 pages. Anthropologie impérialisme. Alors, le seul problème de cette anthologie, c'est que elle répercute les mobilisations américaines, mexicaines, latino-américaines, hollandaises, suédoises peut-être, etc. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en France. Et il n'y a pas grand-chose en France parce qu'en fait, l'essentiel de l'establishment ethnologique prend ça très mal. Beaucoup de chercheurs ont travaillé à l'époque coloniale, ils n'ont pas eu l'impression d'être des exploiteurs du peuple et des colonialistes, ce qui est exact, et ils ne comprennent pas pourquoi on dénonce les rapports entre ethnologie et situation coloniale, ou impérialisme et situation coloniale. Il faut quand même rappeler que tout ce dossier est parti de l'intervention d'anthropologues américains dans le cadre de la guerre du Vietnam et en Asie du Sud-Est. Et donc... alors j'ai une promotion qui n'est pas reconnue, qui n'est pas acceptée. Le seul qui me défend, c'est justement Georges Condominas, spécialiste du Vietnam, qui a été même invité par la American Association of Anthropological Association à présenter en séance plénière à sa réunion annuelle une conférence sur justement l'anthropologie et le colonialisme. Mais rien n'y fait, Ballandier regarde ailleurs, et donc ces affaires du comité Sahel me causent quelques petits dommages personnels. Mais enfin, on y dénonçait dans le livre du comité le comportement tout à fait non éthique d'un collègue justement de l'Orstom qui avait indiqué les lieux d'abreuvement des populations pasteurs du Tchad, et que l'administration française avait bouché pour que les populations se regroupent au sud et ne soutiennent plus un mouvement, disons, de contestation, de guérilla, le Frolina, plus ou moins soutenu par, déjà à l'époque, le colonel Kadhafi. Donc, il est vrai qu'il y avait des chercheurs français quand même qui contribuaient à, disons, des opérations de police ou contre-insurrectionnelles, comme on les appelait. Donc ça, c'est une deuxième étape, la thèse, tout ça. On me refuse une subvention pour publier la thèse pour les mêmes raisons de mon gauchisme ethnologique. Et sur ce arrivent 2 bonnes nouvelles, enfin quasiment coup sur coup. Une invitation à passer 1 an aux États-Unis, à the Johns Hopkins University, et à passer un semestre à l'Université Laval, au Québec.